Donc, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui, on va vous présenter une conférence en ligne sur la gestion et la récolte forestière en montagne. C'est une conférence qui vous est proposée dans le cadre d'une action plus large, le dossier Bois Plus 05, qui est en fait un dossier financé par l'ADEME, piloté par le département des Hautes-Alpes et qui comprend une multitude d'actions de toutes sortes. Et avec Fibois et ses partenaires que je vais vous présenter tout à l'heure, on a mené beaucoup d'actions sur la sensibilisation des publics à la forêt, à la gestion forestière, à l'acceptabilité des coupes aussi. Donc il y a eu des actions de plantation de plants forestiers en forêt de Bayard. On a réalisé un panneau que je vous montrerai. Jean-Michel, si tu veux bien passer la diapo suivante. Alors, je veux bien, Claire, mais j'ai un petit souci technique. J'ai essayé, mais en appuyant sur la flèche, c'est les joies du direct. Et surtout, d'une personne qui, effectivement, en informatique, n'est pas très douée. Donc, ça n'avance pas. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je débloque? Alors, appuie sur Échappe, retourne sur ton PowerPoint. D'abord, Échappe. Eh bien, c'est ce que je fais, mais malheureusement, ça pose un problème. Échappe, ça ne marche pas comme tout à l'heure. C'est dommage qu'on ait répété. Hein. Oui, c'est pas grave. Ça permet aux personnes d'arriver, ou alors si tu veux, moi je partage l'écran de mon côté et… Je sais pas, j'arrive en appuyant sur échappe, là, par rapport à tout à l'heure, il ne se passe rien. Je vais voir qu'est-ce que j'ai. Regarde dans tes options d'affichage pour redimensionner le… Tu vois, quitter le mode plein écran. Je les passe, attends. Dans l'option d'affichage, conversation. Jean-Michel, essaye arrête ton partage d'écran et essaye de le remettre. D'accord. Pour arrêter, c'est en bas, au centre. Ouais, moi, c'est en haut. Il y a un nouveau partage d'écran ou mettre le partage d'écran. Reprendre, voilà. Oui, alors là, j'en ai deux. Voilà, alors ne ferme pas ça. Ouais. Là, tu retournes sur ta première image du diaporama. Voilà, ça marche. Parfait. On a de la chance. Hein. C'est pas de la chance, c'est que tu t'en sors très bien. Pas du tout, pas du tout. Donc, comme je vous disais, cette conférence, elle rentre dans le cadre d'une action qui s'appelle Bois Plus, qui est financée par l'ADEME, pilotée par le département des Hautes-Alpes. Et donc, plusieurs actions ont été menées pour sensibiliser les publics à la gestion et à la récolte forestière, dont ce panneau que vous pourrez peut-être rencontrer en forêt si vous randonnez à proximité d'un chantier forestier. Voilà. Aujourd'hui, notre intervenant, c'est Jean-Michel Rennes. Certains le connaissent peut-être. Il est conseiller arbres et forêts auprès de la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes. C'est vraiment notre partenaire sur cette action-là. En fait, le rôle de Jean-Michel, tu me dis si je me trompe, mais en gros, il accompagne les propriétaires, notamment les agriculteurs, et il organise des chantiers forestiers pour eux, pour les propriétaires forestiers. Donc, Jean-Michel, bonjour, je te passe la parole. Bonjour à tous. Donc, oui, je suis donc conseiller forestier à la Chambre d'agriculture depuis un certain nombre d'années. Je m'occupe effectivement de forêt, mais également de gestion sylvopastorale et de trufficulture, qui sont des thèmes assez proches, et des gestions aussi un petit peu d'espace naturel. Je compléterai la présentation de Claire juste pour bien recentrer cette intervention qui, effectivement, au départ, a pour objet d'informer le grand public, surtout, et pas tellement les gens qui travaillent déjà en forêt, parce qu'ils sont convaincus du bien fondé de l'exploitation forestière et de tous les avantages qu'elle peut effectivement amener à notre environnement et à notre société.
on avait, au départ, dans le département des Hautes-Alpes, on a eu la chance de pouvoir réaliser les états généraux de la forêt grâce au conseil départemental qui s'est beaucoup impliqué avec la préfecture. Et tous les acteurs étaient réunis autour de la table et on a listé effectivement au départ toute une série de problématiques qui effectivement nuisaient au développement de la forêt et surtout de la filière bois en général. Donc, sur la totalité de ces actions, grâce au programme Bois Plus, il y en a une partie qu'on a pu effectivement mettre en œuvre pour essayer de résoudre ces problèmes, dont celle-ci qui était sur la communication, parce qu'on s'aperçoit, comme pour beaucoup de choses, et comme en agriculture, et sans doute comme dans d'autres filières, qu'entre ce que les gens s'imaginent ou pensent et la réalité, il y a souvent un fossé plus ou moins important, et que on a souvent, les gens sont plus désinformés qu'informés malgré tous comment dirais-je, les matériels que l'on possède pour être informé. Voilà, donc on a décidé, alors normalement cette conférence, on en a eu fait avec Claire déjà sur le terrain, c'est quelque chose qu'on fait sur le terrain, et là, donc, ce méchant virus nous a empêchés de faire comme on en avait l'habitude, et donc c'est pour ça que FIBO a proposé qu'on fasse cette conférence en direct, qui est une super idée, mais nous souhaitons, et j'espère que nous pourrons faire la même chose sur le terrain dès la rentrée prochaine, parce que c'est plus facile pour moi déjà de parler à des gens en direct que de parler à un écran, et c'est beaucoup plus vivant, et puis de voir des choses concrètes plutôt que de voir des images, c'est toujours mieux. Ce que je voulais dire aussi, c'est que de façon à ce que ça rende mon travail plus facile, parce que je ne suis quand même pas un expert conférencier, si vous voulez intervenir au milieu de la conférence pour poser une question au moment où les thèmes sont abordés, n'hésitez pas. Donc je pense que c'est Claire qui va se charger de donner la parole et de gérer un peu tout ça pour éviter que ça devienne quelque chose où plus personne n'entende rien. Voilà. Donc, par rapport à ça, je vous propose de mettre un petit mot dans l'outil Converser qui se trouve en bas, que certains ont déjà vu. Vous savez, on a un outil de chat. Vous pouvez soit poser votre question directement dans le chat à tout le monde, soit dire j'aimerais prendre la parole, et dans ce cas-là, on vous la donnera. Normalement, il y a un outil lever la main, mais je suis pas sûre que dans Zoom, ça existe. Si vous trouvez l'outil, levez la main, je vous donne la parole. Si vous ne le trouvez pas, envoyez un petit mot dans l'outil Converser. Voilà, donc je crois qu'on avait prévu, Claire, que tous les participants se présentent un petit peu, juste pour que tout le monde sache avec qui on est ce matin. C'est plus convivial. Mais je crois qu'on avait décidé que les gens se présentaient en 2-3 mots pour que ça soit assez rapide, et puis surtout essayer de cerner leurs attentes pour qu'après moi, si j'arrive à peut-être rester sur des sujets plus longtemps que sur d'autres. Voilà. Ce que je vous propose, donc, vu que tout le monde n'a pas le même ordre d'affichage des participants, je vais vous donner à chacun la parole. Par contre, c'est vraiment 5 secondes pour dire qui vous êtes, et en un mot ou deux, quelles sont vos attentes par rapport à cette conférence. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros. La première qui apparaît à l'écran pour moi, c'est Françoise. Bonjour. Alors, Françoise Binet. Je suis propriétaire forestière à Roquebrune-sur-Argent dans le Var, et d'autre part administratrice au syndicat Francipa 83. Alors, il est vrai que dans les morts, on n'a pas la même configuration, on n'est pas vraiment en montagne, mais on a bien souvent les mêmes problématiques. Voilà. Je suis curieuse d'attendre votre savoir. Très bien, merci. Raphaël, bonjour. Bonjour, je suis Raphaël Azalbert, architecte à Avignon. Je construis en bois, je m'intéresse de plus en plus à la filière. Et là, j'aimerais comprendre en quoi le
construire en bois a un impact sur le paysage, et notamment aussi parce que j'apprécie ces paysages, je les pratique voilà, en randonnée, etc. Et voilà, ça permettrait de comprendre comment fonctionne l'exploitation forestière. Très bien, merci. Florent Bigot. Oui, bonjour. Donc, je suis directeur de Fibois Sud, donc, qui a organisé cette conférence avec la Chambre d'agriculture et dans le cadre du projet Bois Plus 05. Donc, pour rappeler en deux mots ce qu'est Fibois Sud, donc c'est l'interprofession de la filière forêt-bois et on rassemble l'ensemble des intervenants, donc de la propriété forestière jusqu'à l'architecte, en passant par les gestionnaires, les bûcherons, les exploitants, les scieurs. Et donc, nos objectifs, c'est le développement de cette filière, le développement économique de cette filière, voilà, tout en conservant le rôle multifonctionnel et la gestion durable de la forêt, d'où l'objectif de cette conférence d'aujourd'hui. Et je rappelle que donc on est voilà, une équipe de 4 personnes avec des experts. Et si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à vous rendre sur notre site internet ou nous contacter. Très bien, merci. Frédéric Chazal. Bonjour à tous. Je suis technicienne CRPF dans le département de la Drôme, donc la région voisine à la vôtre. Ce sujet m'intéresse et je trouve qu'il est intéressant que nous partagions nos savoirs et nos expériences sur des sujets communs. Eh bien, écoutez, je pense que c'est un petit peu coupé, mais on a compris l'essentiel, donc eh bien, très bien. Ensuite, on a Michel Prost. Oui, bonjour, je suis Michel Prost. Je suis donc nouvellement élu à la mairie de Puy-Sanières dans les 05 et j'ai été nommé délégué donc, en tant que commune forestière pour représenter la commune de Puy-Sanières. Donc, j'ai beaucoup à apprendre sur toutes les interventions et les implications du bois dans la gestion de la commune. Très bien. Ensuite, alors à l'écran, j'ai un iPad, mais je pense que c'est Stéphanie Besson, c'est ça? Oui, bonjour, oui, ça doit être moi. Donc, moi, je suis vice-présidente du syndicat des accompagnateurs des Hautes-Alpes et donc que je représente ici. Et l'idée, c'est de mieux comprendre et d'acquérir des connaissances, les partager avec les collègues accompagnateurs et bien sûr les clients sur le terrain. Donc, nous, en tant qu'accompagnateurs, on est toujours voilà, avides de nouvelles connaissances et de savoir lorsqu'on fait nos randonnées. En tout cas, on est très heureux que vous soyez là parce que vous êtes typiquement le genre de personne qu'on ne touche pas facilement et vous êtes vraiment en relation avec les pratiquants de la nature. Donc voilà, merci d'être là aujourd'hui. Mais merci à tous. Hein, mais voilà. Ensuite, je vois Léane Carnet. Bonjour, donc moi je suis chargée de mission chez Fibois Sud, donc une collègue de Claire, et je suis chargée du développement des filières locales. Et donc j'attends de cette conférence de découvrir un peu plus en détail les problématiques liées aux zones de montagne. Très bien, merci. Lucille Bobet, bonjour. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis chargée de mission sur la charte forestière de la communauté de communes de Serre-Constant. Je suis arrivée en début d'année et suivre la webconférence, ça me permet aussi de mieux cerner les enjeux et les problématiques propres au territoire de montagne et des Hautes-Alpes. Donc voilà, suivre ces échanges, c'est aussi m'informer et m'imprégner de toutes les problématiques pour être aussi force de relais auprès des élus du territoire et puis alimenter notre future charte forestière. Très bien, merci. Philippe Brigliano, bonjour. Bonjour. Oui, en fait, je fais partie, comme disait Jean-Michel Rennes, des convaincus. Donc, en fait, à l'origine, je siège avec Françoise Binet au syndicat des propriétaires forestiers du Var. En tant qu'élu local de la commune de Correns, je reprends la commune aux communes forestières. Mais j'ai surtout hérité de la présidence de la coopérative Provence-Forêt. Donc, qui travaille sur les 6 départements de l'ensemble de Côte d'Azur. Et à l'époque, quand on avait des subventions de la région et de la DRAF, ça remonte à quelques années,
c'est nous qui financions le poste de Jean-Michel Rennes. Donc, je retrouve un ancien collaborateur, ça fait très plaisir. Et je voulais surtout insister sur le fait que la coopérative existe toujours et continue à faire son travail dans les Alpes de Haute-Provence et dans le 04 ou 05. Moi, je suis surtout intéressé par les chiffres, pour voir un peu ce que ça représente et comment, par rapport, justement pour voir l'évolution et surtout, parce que l'important, c'est quand même de mobiliser du bois et surtout du bois d'œuvre. Nous, dans cette partie de la région, on a surtout développé le bois d'œuvre que malheureusement, qui est peu utilisé sur PACA, mais que nous, on est obligé d'exporter dans la région au-dessus. Notre principal client, c'est Bois du Dauphiné. Voilà. Et je suis là pour avoir un peu des informations sur Bois Plus. Et puis surtout affirmer qu'on est toujours là, contrairement à ce qui se dit. Voilà. Ok, très bien, mais on n'en doute pas. Très bien. Maintenant, c'est au tour d'Étienne. Étienne Galvez. Oui, bonjour. Alors, je suis chargé de mission au Parc naturel régional des Préalpes d'Azur, donc dans les Alpes-Maritimes. Je suis en charge de la forêt, donc chez nous, on a des enjeux de multi-usage des massifs forestiers. Et donc, dans cette formation, voilà, je suis preneur à peu près de tout, mais surtout le lien sur la communication avec les autres usagers de la forêt. Et qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour mieux faire comprendre ou faire comprendre les interventions de récolte voilà. Mais écoutez, très bien. Ensuite, on a France-Lise. Bonjour. Alors, hop, j'essaye d'activer votre micro. Ou sinon, essayez de le faire. Non, c'est bon. Bonjour. C'est bon, j'avais oublié. Bonjour, je suis Françoise Soussan, récemment élue à la commune de Puy-Sanières. Et je suis donc déléguée au COFOR pour représenter la commune avec Michel Prost. Et donc, mes attentes, c'est découvrir la filière bois que je ne connais pas du tout. Voilà. Eh bien, très bien, bienvenue. Ensuite, on a Vanessa Pires. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je suis responsable du service aménagement. Merci. Donc, on porte un SCOT dans lequel plusieurs actions en matière de politique agricole ont été inscrites. Et c'est vrai que sur la politique forestière, on a été très absent jusque-là. Et là, l'idée, c'est que sur la nouvelle mandature, on puisse mettre une politique en place sur cette thématique. Et les élus réfléchissent notamment à intégrer du bois local dans les marchés publics, enfin voilà, des petites pistes comme ça. Donc, on vient chercher déjà un réseau et puis des informations sur le thème de la forêt en général, quoi. Voilà. Très bien, merci. Valentin Letonde. Oui, bonjour. Je suis stagiaire au Parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Dans une mission de caractérisation des forêts, donc autour de tous ces enjeux de multifonctionnalité, aussi afin d'identifier les forêts anciennes. Et donc, je suis là pour un peu mieux comprendre tous les enjeux autour de la gestion forestière actuelle. Très bien, merci. Ensuite, on a Gilles. Oui, bonjour. Donc, Gilles Bernard, technicien forestier au Centre régional de la propriété forestière de la Drôme, donc comme ma collègue Frédéric Chazal, donc département voisin. Et j'ai eu l'information de cette conférence par le PNR du parc des Baronnies. Et donc, voilà, du coup, c'est toujours intéressant de voir ce qui se fait dans le département limitrophe. Et puis aussi, on travaille avec votre homologue Boris Boucher de Fibois. Donc, voilà. Très bien. Eh bien, bienvenue. Ensuite, nous avons Camille Stouff. Bonjour. Oui, bonjour, Camille Stouff, bureau d'études au
bois. Moi, je suis là parce qu'on réalise des diagnostics filières pour des collectivités dans les départements voisins qui communiquent souvent avec les autres départements en termes de mobilisation des bois. Donc, je voulais avoir un retour d'expérience sur Bois Plus 0,5 et puis en savoir un peu plus. Eh bien, écoutez, très bien. Est-ce que vous avez fini? Parce que du coup, ça s'est coupé. Je veux être sûre que je ne vous coupe pas la parole. Oui, oui, c'est bon pour moi. Eh bien, écoutez, très bien. Ensuite, j'allais passer la parole à Marc Chariot, mais il me dit donc qu'il n'a ni micro ni caméra. Donc, je vous lis sa présentation, mais vous pouvez la lire aussi. Marc Chariot est formateur au lycée des métiers de la construction bois et de l'énergie à Embrun. Et donc, il est intéressé par tout ce qui concerne le bois et la forêt. D'ailleurs, il est propriétaire forestier à Montclar, dans les Alpes de Haute-Provence. Et ensuite, nous avons Anaïs Lafont. Bonjour. Bonjour. Donc, Anaïs Lafont, moi je suis aussi une voisine du Nord donc de l'interprofession FIBO Auvergne-Rhône-Alpes. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a également des problématiques ou des questions sur la gestion et la récolte forestière en montagne. Donc voilà, je voulais effectivement participer à cette intéressante webconférence pour voir ce que vous avez pu développer ou mettre en place ou mettre en avant en Provence-Alpes-Côte d'Azur et puis éventuellement effectivement pouvoir avoir un retour ou un complément si vous le souhaitez sur des choses qui se font aussi chez nous sur le côté nord des Alpes. Écoutez, très bien. Pour information, donc comme on vous l'a dit, ça c'est vraiment une conférence qui a pour but de donner de l'information plutôt au grand public. Donc on ne va pas rentrer dans les détails des actions qui ont été mises en place dans le cadre de Bois Plus. C'est vraiment de l'information pour les randonneurs, pour les usagers de la forêt et aussi pour les personnes qui les accompagnent. Mais s'il y a des questions un peu plus techniques, peut-être on pourra y venir à la fin de la conférence. Donc, merci à tous. On voit que les attentes sont variées. J'espère qu'on pourra y répondre dans le temps qui nous reste. Jean-Michel, c'est à toi. Bien. Allez, de nouveau, j'arrive pas à avancer. J'arrive pas de nouveau à faire avancer les diapos. C'est pénible. Si tu veux, je l'ai fait filer de mon côté, et puis voilà. J'essaye de faire filer, j'espère que, parce que ça, voilà, j'ai essayé de me souvenir de comment elles arrivent, parce que là, je suis vraiment embêté. Alors, attends, peut-être que je vais y arriver. Écoute, sinon, c'est pas de mon côté, là. Voilà. Ah. Donc, par rapport donc, à ce que nous avons dit légèrement effleuré lors de la présentation, on s'est aperçu donc avec tous les partenaires de la filière, lorsque nous avons fait les états généraux de la forêt, qu'il y avait un manque d'information et surtout les gens se faisaient une idée de la forêt, de l'exploitation forestière qui n'était pas toujours juste parce que la parole est toujours donnée et souvent donnée à celui qui parle le plus fort et ce n'est pas souvent effectivement les gens de la filière. Donc il y a tout un tas d'idées reçues qu'on va essayer lors de cette conférence de faire tomber ou du moins de remettre un petit peu de la vérité, de la véracité à tous les propos qui peuvent être tenus. Sur la filière, sur l'exploitation forestière, sur la déforestation, sur tout un tas de choses. Donc la première question qui vous est posée, alors s'il y a quelqu'un qui veut répondre, ça serait bien, mais surtout à quelqu'un qui n'est pas vraiment au fait de la filière et qui n'est encore pas dans le circuit depuis très longtemps. Et la première question que je voudrais vous poser, et peut-être que ça va poser le débat, c'est à votre avis, au niveau européen, quel est le pays qui a le plus de surface boisée en Europe? Alors, je ne sais pas, Claire, comment on va arriver à gérer ça. S'il y a quelqu'un qui a une idée, qui peut nous répondre. Personne, peut-être, visiblement. Bon, ben la France, alors.
Exactement. Merci Florian. Florent, c'est la France qui a la plus grande forêt d'Europe en surface. Contrairement à ce qu'on entend le plus souvent, parce que quand on pose cette question au grand public, la plupart du temps, on a les pays scandinaves et puis tout un tas de choses. Et la deuxième question que j'aime poser par rapport à cette forêt française, parce que maintenant on sait que c'est la plus grande d'Europe, c'est quel est le plus grand massif boisé français. Donc s'il y a quelqu'un qui veut répondre, à moins que ça soit la même personne, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une idée sur le plus grand massif? Donc on entend par massif quelque chose d'à peu près continu. Je crois qu'Étienne a la réponse dans le chat. D'accord. Alors? Je pense qu'Étienne répondait à la première question déjà. D'accord. Et la deuxième question, du coup, moi, est-ce que tu as la réponse d'Étienne, Claire? Alors Étienne, il dit, donc je pense que c'était pour le pays le plus boisé d'Europe, il dit la France en comptant les DOM et la Guyane. Est-ce que ce serait la Guyane le massif boisé le plus important de France? Ah ben, sans doute, oui. Sans doute, mais sans compter les DOM, de toute façon, ça sera la France quand même. Et par rapport à la deuxième question, puisque maintenant on va redescendre au niveau français, le plus grand massif boisé de France? Valentin propose l'Est de la France, donc sans doute les Alpes, les Vosges, le Jura. Alors, non, pour plusieurs raisons dont on parlera plus tard, mais le plus grand massif boisé français, c'est la forêt des Landes. Cette forêt, ce massif forestier des Landes qui a subi effectivement pas mal de tempêtes ces dernières années et de problématiques, voilà, sur d'arbres renversés par des dérèglements du climat ou du type artificiel, puisqu'il a été planté dans des marais justement pour les assécher, en partie, et puis surtout pour en faire quelque chose. Et le deuxième massif le plus boisé, on a beaucoup de chance parce qu'il se situe dans notre région, en région PACA, puisque c'est le massif du Var, qui est le deuxième massif français le plus boisé. Donc les forêts de l'Est de la France, effectivement, quand on va dans les Vosges, il y a beaucoup de bois, mais on a des taux de boisement beaucoup plus faibles. Donc au niveau du sommaire, comment nous allons essayer de dérouler cette conférence, au départ, nous allons voir un petit peu quelles sont les fonctions et les rôles de la forêt. Et puis, alors ça sera un petit peu moins intéressant pour les gens qui ne sont pas dans les Hautes-Alpes, mais ce diaporama a pour but d'être adapté après à chaque conférence dans chaque département. Donc, les principales essences exploitées et leurs utilisations pour les Hautes-Alpes. Puis, on reviendra un petit peu sur la législation et la gestion et les interventions en forêt. Un petit moment pour qui fait quoi en forêt, parce que ce n'est pas toujours facile de savoir qui fait quoi. Il y a beaucoup d'organismes, on est assez nombreux. Ça paraît assez dispersé, et pourtant, bon, ça résulte effectivement d'une politique forestière qui vient de loin, mais on essaye justement par le biais de l'Interpro et puis d'actions comme Bois Plus, de regrouper tous les acteurs de la filière et d'avoir surtout une politique cohérente ensemble. Et puis à la fin, donc, on parlera des chiffres donc, effectivement de notre forêt, de notre filière sur la région et sur les Hautes-Alpes. Et donc par rapport aux certifications et aux labels, qu'est-ce que nous pouvons faire, chacun d'entre nous, pour développer notre filière. Voilà. Alors, par rapport aux principaux rôles et fonctions de la forêt, on a l'habitude de dire que la forêt a trois principaux rôles et fonctions qui sont la production, la protection et quelque chose qu'on appelle la récréation, donc qui est liée au social. Donc les fonctions environnementales et sociales de la forêt sont reconnues et commencent à être un peu plus reconnues que ce qu'elles ont été auparavant, parce qu'on s'est aperçu quand même que
la biodiversité était importante en forêt, que c'est un milieu qui est complexe, qui n'est pas composé que d'arbres et qui abrite effectivement de nombreuses autres espèces qui rendent un service important à l'ensemble de la société. Et puis, là, avec la problématique donc, du réchauffement climatique, il y a un rôle très, très important que joue la forêt, donc c'est le puits de carbone. Il faut quand même savoir que cette forêt capte le carbone donc, de l'air et l'emprisonne à l'intérieur du bois par donc, le fonctionnement de la photosynthèse. En fait, on a également comme réserve de carbone et comme fixation de carbone les sols forestiers qui font partie avec les prairies naturelles, donc aussi des choses qui permettent de capter ce carbone. Donc en fait, l'arbre en poussant donc, prend le carbone de l'air et le bois, en fait, c'est du carbone, donc il le stocke en forêt, il le stocke à l'intérieur donc, de son bois. Lorsqu'effectivement on exploite une forêt, et on a du mal à saisir, puisqu'on va exploiter la forêt, et notamment lorsqu'on brûle le bois, on a du mal à saisir comment effectivement ce carbone est capté, mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on se base toujours sur une révolution de forêt, sur la gestion durable de la forêt. C'est qu'on part du principe qu'à l'endroit, donc dans les pays européens, et notamment en France, où le maître mot, c'est la gestion durable des forêts, à l'endroit où effectivement on va exploiter un arbre, il va en repousser au même endroit. Donc sur le cycle effectivement de vie d'une forêt, même si effectivement on brûle ce bois et au moment où on le brûle, on rejette le carbone dans l'atmosphère, on va le récupérer par l'autre arbre qui va pousser à la place de celui qui a été exploité. Alors, effectivement, lorsqu'on utilise du bois dans la construction, dans l'ameublement, dans tout ce qui est durable, et là, le carbone il va être stocké, bien entendu, pendant plus longtemps, pour la bonne et simple raison, c'est que dans votre charpente, le carbone qui a été stocké, qui a été prélevé dans l'atmosphère, il va rester dans votre charpente le temps que votre maison est encore debout, et en plus, à l'endroit où on a exploité l'arbre qui a permis de faire votre charpente, eh bien, il va repousser un autre arbre qui va de nouveau capter du carbone. Donc, au plus, effectivement, on va utiliser du bois, au plus, on va capter du carbone et on va lutter contre le réchauffement climatique. Alors, est-ce que ça sera nécessaire? Est-ce que ça ne sera pas nécessaire, pas suffisant? Ça, moi, je n'en sais rien. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui peut être mis en œuvre pour lutter contre ce réchauffement climatique doit être fait, et la forêt détient une partie non négligeable de la clé de cette lutte contre le réchauffement climatique. Donc, le deuxième rôle de la forêt qu'il faut mettre en avant quand on parle de la forêt, c'est son rôle économique et social. Ce rôle économique qui est loin d'être négligeable, puisque la production de bois, lorsque la forêt est exploitée, offre donc des emplois qui sont non délocalisables et situés effectivement plutôt en milieu rural, donc loin des gros pôles déjà d'emploi, et ça c'est très important. Et puis, bien entendu, le rôle social qui devient effectivement de plus en plus important, puisque donc l'attente de la société avec le maximum, enfin une partie très importante de la population qui habite donc en ville a besoin et a envie, lors de ses loisirs, de profiter d'espaces boisés. C'est un petit peu l'évasion. Et donc, de pouvoir aller en forêt, soit pour se ressourcer, soit effectivement pour faire effectivement des activités sportives, du VTT, de la randonnée. Et puis, pour les ruraux, un peu plus, mais aussi quelques citadins, vous avez la cueillette des champignons, de certaines plantes et la chasse. Voilà, donc ça fait partie des rôles sociaux de la forêt. C'est un rôle qui, effectivement, est de plus en plus important, ce que je vous ai dit, mais qui n'offre pas, pour l'instant, de rémunération sociétale de la société. C'est peut-être
un petit peu ce qui pose problème au développement de notre forêt. Alors, puisque nous parlons de la forêt de montagne, en montagne, la forêt et sur les littoraux a d'autres fonctions, qu'elle a aussi en plaine, mais c'est moins exacerbé, c'est la fonction de protection. Donc, nous nous situons dans les Hautes-Alpes, un département qui a connu, alors c'est il y a quand même assez longtemps, puisque le maximum de problèmes d'érosion se situait dans les années de 1800 à 1850, peut-être un peu plus, à l'époque où nous avions le pic de population dans nos vallées, et où on avait d'énormes problèmes d'érosion qui étaient liés essentiellement à la surexploitation des milieux et au fait que les forêts représentaient une part très faible donc de la surface, et les moutons et autres animaux domestiques pâturaient beaucoup, et les sols étaient dénudés, et à chaque orage important et hiver, à chaque chute de neige importante, on avait de gros problèmes d'érosion et d'avalanche. Donc une loi a été promulguée, c'est la loi sur la restauration des services en montagne, c'est peut-être une des principales lois forestières qui a été faite depuis la création de notre pays, et ça a permis donc de reboiser, on y reviendra plus tard, et de revégétaliser toute une partie de notre département qui aujourd'hui, pour ce qui est des Alpes du Sud, lorsqu'on voit les problèmes de débordement et d'inondation qu'on a ailleurs, nous, on est effectivement relativement protégés parce que tous ces travaux et tout ce reboisement et toute cette protection de forêt dans des endroits très, très stratégiques et très importants a fait son œuvre. Le point le plus important, puisque c'est quand même le combat qu'on va devoir tous mener aussi pour la fin de ce siècle et sans doute même après, donc c'est le combat de l'eau potable. Tout le monde est bien conscient qu'au niveau de la planète, c'est une ressource qui est en train de se raréfier et qui est vitale, parce que sans eau, effectivement, potable, on a du mal et on ne pourra pas continuer à vivre. La forêt a un rôle très important sur le cycle de l'eau, sur la purification de l'eau, et l'arbre capte effectivement une partie de ses précipitations, il arrive à le conserver, notamment avec la neige en altitude, et le redistribuer de façon beaucoup plus lente. Et puis, tout dernièrement, donc, il a été, alors c'est des études qui n'avaient pas été menées jusqu'à présent, mais il a été démontré par des chercheurs donc anglais et américains que la forêt et les gros massifs forestiers avaient une incidence non négligeable et très importante sur la pluviométrie donc, des régions et des pays. Et donc, ils ont mis en évidence que les pays qui conservaient donc, des massifs forestiers importants étaient plus arrosés finalement que dans les endroits où il n'y avait plus de forêt. Donc tout ça, la forêt joue un rôle de protection qui est très très important, et d'ailleurs on verra à la fin de l'exposé que le législateur en avait largement pris conscience et que c'est un domaine qui est protégé et même beaucoup plus protégé que le reste. Donc l'ensemble de ces fonctions de la forêt sont liées. Donc, les fonctions écologiques, les fonctions économiques, les fonctions sociales et touristiques, donc production, protection, récréation. Et ce schéma-là qui apparaît nous explique qu'une forêt peut jouer l'ensemble de ces trois rôles et devrait jouer l'ensemble de ces trois rôles pour le développement harmonieux de notre pays et de nos territoires. Et que, effectivement, si l'une de ces fonctions disparaît, eh bien, ça va créer des déséquilibres et on nous le fait bien sentir. Lorsque, effectivement, on a affaire à des massifs qui sont gérés uniquement, donc ça n'arrive pas chez nous, mais uniquement dans le sens de la production, eh bien, les gens, les personnes qui veulent promener en forêt, donc,
ne s'y retrouvent pas au niveau social parce que c'est des forêts qui sont peu accueillantes. Il n'y a plus de champignons. Enfin, c'est assez triste à l'intérieur. Et puis, les gens, pareil, lorsqu'on a des massifs complets sur des terrains granitiques dans le massif central ou dans l'est de la France qui sont boisés avec des essences résineuses, des PCA en monoculture, ça pose des problèmes effectivement à la qualité des eaux. Donc, ça, on le voit très bien. Et donc, voilà, dès qu'il y a un déséquilibre sur ces trois fonctions, eh bien, ça pose des problèmes, on nous le rappelle, et nous, on doit veiller et on doit essayer de faire marcher donc, la totalité de toutes ces fonctions pour que la forêt perdure et que tout le monde accepte aussi le fait qu'elle soit cultivée. Et pour que ces trois fonctions, effectivement, la forêt continue à jouer ces trois fonctions, eh bien, l'idéal, c'est effectivement de la travailler et effectivement de la gérer de façon donc durable, comme on essaye de le faire donc, en France. Je ne sais pas si tout le monde a compris, s'il y a quelques questions déjà. Bah, écoute, je pense que tu peux continuer. Voilà, ça va être difficile pour moi parce que je pense que je ne vais plus avoir de salive, ce n'est pas mon métier. Mais j'espère que ça va devenir un peu plus vivant et voilà. Donc maintenant, alors ça va être peut-être un peu moins intéressant pour les gens du littoral, mais si vous avez des questions sur les essences du littoral ou d'ailleurs, mais pour les gens de Rhône-Alpes, même de la Drôme, là, ça va leur parler. Plus des gens Et puis pour ce qui est des gens, de toute façon, des architectes, la plupart des essences qui, dans notre région, permettent d'avoir du bois d'œuvre et du bois construction sont des essences qui poussent plutôt dans les départements alpins, bien que des études soient menées pour remettre donc dans le circuit du bois construction des essences méditerranéennes. Nous allons donc essayer de vous présenter un petit peu les essences que nous avons dans nos montagnes et notamment dans les Hautes-Alpes. Alors, les essences les plus représentées sont des résineux pour plusieurs raisons. Est-ce que quelqu'un a une petite idée pourquoi, en zone de montagne, et notamment dans les Alpes du Sud, les résineux sont plus présents que les feuillus? Petite question pour voir un petit peu si quelqu'un aurait une réponse. Pour l'instant, il n'y a pas de proposition. Sache en tout cas que dans le chat, certains ont dit que c'était très clair et que tout allait bien pour la première partie. Bon, voilà. Très bien. Alors, je vais simplement donc vous expliquer pourquoi nous avons plus de résineux en montagne. Il se trouve que d'un point de vue climatique, c'est-à-dire quand on est au maximum du développement des forêts, les résineux sont plus adaptés à des climats froids. C'est pour ça que la taïga, c'est-à-dire toutes les grandes forêts de Russie et du Canada sont plutôt peuplées d'arbres résineux, et les feuillus sont plutôt adaptés à des climats plus tempérés ou des climats tropicaux ou équatoriaux. Voilà. Donc, dans les Alpes du Sud, ça c'est la première explication. Et la deuxième explication, je vous en ai un petit peu dévoilé la primeur tout à l'heure en vous expliquant que nos forêts avaient, jusque vers les années 1850-60, avant la Grande Guerre de 1870, été défrichées et enlevées par l'homme pour des besoins alimentaires et des besoins agricoles et pastoraux. Et donc, on a plutôt affaire, en général, je dirais bien en général, à des forêts qui sont plutôt jeunes et effectivement, la plupart des arbres qui sont des pionniers, donc qui sont des colonisateurs de terrains qui sont complètement nus, sont plutôt des résineux, donc en zone de montagne. Voilà. Donc, les principaux résineux des Hautes-Alpes et des Alpes du Sud, alors vous les avez listés. Le premier, c'est l'arbre un petit peu emblématique des Alpes du Sud, c'est le mélèze d'Europe.
C'est un arbre emblématique des Alpes du Sud parce que naturellement, il ne pousse pratiquement que dans les Alpes du Sud. Il y en a très peu dans les Alpes du Nord. Ça, c'est ses exigences écologiques. Hein. Et donc, son aire naturelle, c'est les Alpes du Sud. Alors aujourd'hui, effectivement, on l'utilise un peu plus, on le plante un peu plus, notamment dans le Massif central. Alors, c'est le résineux qui a la particularité, comme la plupart d'entre vous le savent, de perdre ses aiguilles durant l'hiver. C'est une adaptation au climat de l'hiver. Et c'est un arbre qui, naturellement, va pousser, je dirais, dès 13-1400 et qui va monter quasiment jusqu'à la limite sylvestre, donc qui était, il y a quelques années, 2200 mètres et qui aujourd'hui a tendance à remonter avec la vitesse grand V, on en parlera plus tard. Donc cet arbre-là a d'autres particularités que l'on verra. Il est très très intéressant, il a des particularités au niveau des qualités technologiques de son bois qui sont très intéressantes. Ensuite, on a un couple, le sapin et l'épicéa. Alors surtout le sapin, on a très peu d'épicéa dans les Alpes du Sud. C'est un arbre qui a besoin de plus d'eau et il est assez peu représenté. De façon naturelle, les plus gros massifs dans les Hautes-Alpes sont dans le dévoluy et après on le trouve de façon sporadique dans l'Ambrumé. Le sapin est plus développé. Donc ces deux arbres dont on voit la photo en bas à gauche qui ont la particularité d'avoir un bois homogène et blanc et qui font partie des fers de lance de l'utilisation donc dans le bois construction. Et puis après, donc, deux pins montagnards, le pin Saint-Maur, donc qu'on appelle en patois Harol, donc, qui est un arbre, lui, vraiment du montagnard supérieur et du subalpin, que l'on va retrouver donc, dans ces stations en mélange avec le mélèze, et qui est un arbre aussi qui a des particularités technologiques très intéressante, notamment c'est un arbre qui est très facile à sculpter et à travailler, qui a été très utilisé notamment dans l'industrie automobile donc il y a quelques années, qui bon aujourd'hui bien entendu on n'utilise plus de bois pour faire des moules de pièces de voitures ou autres, mais qui est encore utilisé notamment en ameublement. Et puis le pin accroché, donc qui est le pendant du pin sylvestre à une altitude un peu plus élevée, qui est un colonisateur de terrains pauvres très en pente et qui a un bois aussi, qui a des caractéristiques technologiques intéressantes. Donc, ces deux dernières essences sont beaucoup moins représentées. Les trois premières et surtout les deux premières, donc mélèze et sapin, ça représente la plupart des volumes exploités qui sont destinés à la filière donc, bois construction et sillage de notre région. Je parle de notre région PACA, carrément, et bien entendu, donc des séries. Excusez-moi, voilà. j'ai deux petites questions. Oui, bien sûr. Vous avez indiqué que les massifs étaient défrichés pour les activités pastorales. Est-ce que les arbres que nous trouvons maintenant sont des arbres endémiques? Alors bien sûr, pas tous, justement, là on va parler des pins collinéens. Lorsqu'on s'est aperçu, alors en fait le gros problème qui était posé dans les années 1860, là, c'est que lorsque je vous ai parlé donc, de ces phénomènes orageux et de ces avalanches, le gros souci que ça a coûté aux populations dans les départements des Alpes du Sud et aussi en Lozère autour de Mende, on avait à peu près le même problème parce que c'est les trois départements, on avait des gros services RPM, il y en avait aussi dans les Alpes du Nord, c'était qu'à chaque donc, épisode très important, l'érosion était très forte et on avait donc des coulées de boue et des avalanches, et ça tuait essentiellement des enfants, parce qu'à cette époque-là, donc les enfants n'allaient pas à l'école et c'est eux qui gardaient les troupeaux. Et lorsqu'ils étaient pris, donc s'il y avait des orages, ils étaient pris et emportés, donc ça tuait beaucoup d'enfants, et ça faisait des dégâts considérables à tous les équipements qu'on avait effectivement dans les vallées, notamment les ponts qui étaient emportés régulièrement, les routes qui étaient coupées. Alors bon, à ces années-là, ça posait des problèmes relativement réduits parce qu'on avait que des chevaux et des charrettes, donc même s'il n'y avait pas de pont, on passait dans la rivière après quand l'eau était moins important.
mais on s'est rapidement aperçu que si, de façon systématique, chaque année, on avait les ponts, les routes et les voies de chemin de fer qui étaient emportées, ça poserait un problème. Donc, c'est cette prise de conscience. Cette loi sur le RTM, aujourd'hui, lorsqu'effectivement on en parle, les principales actions qui sont mises en avant sont des actions que l'on voit, donc on parle et on verra des photos qui sont un peu plus loin dans le diaporama, de reboisement de massifs. Il faut savoir que ça s'est passé quand même dans la douleur, puisque de nombreux habitants de ces vallées ont été obligés de vendre ou ont été expropriés donc, de leur terrain, et on leur a surtout réduit leur liberté. Donc, l'État a acheté ou a exproprié de nombreux territoires où l'érosion était importante. Donc, et ce qu'on voit, donc, je vous ai dit, c'était surtout pour du reboisement. Donc, on a beaucoup de forêts autour de Gap et dans les Alpes du Sud qui sont des forêts qui sont totalement artificielles, mais qui ont quand même été reboisées la plupart du temps en altitude avec un arbre local, avec l'arbre local qui paraissait faire le mieux, et tant mieux. Donc, c'était le mélèze d'Europe. Ce qu'on voit moins, c'est que dans le même temps, on a fait énormément d'ouvrages de correction torrentielle. Hein, donc, c'est en fait des pièges à matériaux, des espèces de petits barrages qui avaient pour but, puisque les vallées les plus érodées sont des vallées en V, de reprofiler le lit du torrent en U. Et donc, on faisait des pièges à matériaux, des barrages qui étaient comblés en matériaux. Donc, ça cassait le niveau de l'eau, puisque la vitesse de l'eau, puisque ça faisait donc, des cascades. Et donc, ce profil en U s'érode beaucoup moins. Et puis, au-dessus de la forêt, donc ce qui a fait énormément de mal, ce qui a été très mal vécu par les populations de l'époque, ce qui explique aussi aujourd'hui peut-être pourquoi chez nous, on n'a pas vraiment une sensibilité forestière, c'est qu'on a interdit le pâturage, on a ce qu'on appelle mise en défense des pâturages d'altitude sur des surfaces très importantes. Ces mises en défense ont permis de revégétaliser au-dessus des forêts donc, de l'herbe, qui a permis donc de pomper les premières gouttes d'eau lorsqu'il y avait les orages et de faire en sorte qu'on n'avait pas ces accumulations de précipitations dans le torrent. Mais ça ne s'est pas fait, je vous dis, de façon… Ça a été très mal accepté par les populations. Et on a donc de ces endroits qui étaient très érodés qui se sont ensuite reboisés naturellement avec les essences forcément qui étaient sur place, et notamment le fabuleux colonisateur qu'est le mélèze. Dans le plus bas, en altitude, donc à l'étage, comme vous présente la diapositive là, que je vous passe, là, l'étage collinéen, donc un peu plus bas en altitude, et en dessous 1900 mètres. Donc on a donc deux essences, une essence naturelle qui est un colonisateur, et qui est l'arbre peut-être le résineux le plus représenté de toute l'Europe, parce qu'on le trouve de la taïga jusqu'en Espagne, c'est le pin sylvestre. C'est un résineux, donc colonisateur qui va coloniser effectivement tout l'étage collinéen jusqu'à l'étage méditerranéen, où là il est remplacé par du pin d'Alep sur les sols calcaires et du pin pignon ou du pin maritime sur les sols qui ne sont pas calcaires, donc qui sont siliceux. Voilà. Et un autre pin qui est très représenté dans les Alpes du Sud et dans les Hautes-Alpes, donc le pin noir d'Autriche, et comme son nom l'indique, c'est un exogène qu'on est allé chercher ailleurs, et qui est un arbre qui, après les premiers essais en arboretum, répondait à l'époque où on l'a planté à beaucoup de problématiques. Donc c'est un arbre qui est très frugal, qui arrive à se développer effectivement sur des terrains très très difficiles au niveau donc des potentialités forestières, et notamment les sols marneux, et qui a la particularité par rapport au pin sylvestre d'avoir une croissance plus rapide, mais surtout d'avoir une rectitude très très bonne. Et à l'époque où effectivement on a fait ces premiers grands reboisements en pin noir, on avait une très forte demande en bois de mine, donc c'était les étés de mine, et donc par rapport au pin sylvestre qui pousse sur les terrains calcaires et chez nous souvent assez tordu, je ne parle pas du haut de la montagne, mais
dans tous les pays au sud de Gap, là, donc l'étage collinéen, eh bien, ce pin noir avait cette particularité de pousser relativement droit, et ça, c'était très intéressant pour faire des effets de mine. Et c'est pour ça qu'il a été énormément utilisé dans les reboisements à cette époque-là. Des reboisements qui, aujourd'hui, souvent sont à la deuxième génération où on arrive, et qui, même si au départ étaient purs, vont sans doute donc être mélangés à partir de la deuxième génération, voire être remplacés par des arbres donc, qui devraient constituer donc, un climax, donc c'est-à-dire quelque chose qui doit être là au stade maximum de développement de la forêt, les pionniers, les arbres pionniers, laissant leur place après, de façon naturellement donc, à des arbres climax. Donc on va passer au feuillu. Donc, quelles essences feuillues nous allons retrouver le plus fréquemment dans les Hautes-Alpes? Est-ce que quelqu'un pourrait nous aiguiller? Ça me permet le temps de répondre à la question de… Le hêtre. Oui, alors bravo, très bien. Donc, on a deux essences effectivement feuillues dans ce département, donc qui correspondent normalement au développement maximum du sol forestier et de la forêt, dans les Alpes du Sud et en général en montagne. Donc, à l'étage montagnard, nous avons le hêtre faillard, donc, qui se trouve soit à l'état pur, soit le plus souvent en mélange, alors pied à pied ou par bouquet, ça dépend, mais en mélange avec du sapin. Alors, dès qu'on va descendre un peu plus dans le sud du département et dans le sud des Alpes du Sud, le sapin, lui, a des besoins en eau beaucoup plus importants et le hêtre se constitue souvent des peuplements purs. Il faut savoir aussi que ça a été favorisé dans beaucoup d'endroits parce que les besoins en bois de chauffage étaient importants et le hêtre donc donne du bois de chauffage et c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de peuplements purs. Et puis donc à l'étage collinéen, un arbre qui est très représenté, donc c'est l'arbre climax de toute l'Europe, c'est le chêne. Le chêne, donc dans les Alpes du Sud, à l'étage collinéen, il s'agit du chêne pubescent. Il faut savoir que si on descend plus bas, eh bien, il va être remplacé, supplanté par le chêne vert, l'étage méditerranéen, sur les terrains calcaires, puis sur les terrains siliceux par le chêne liège. Et quand on va monter dans des zones plus tempérées, où le climat est moins sec et moins chaud, ce chêne pubescent est remplacé soit par du chêne pédonculé, soit par du chêne sessile. C'est ces deux grands chênes-là qui constituent les grandes forêts du centre de la France et qui font la renommée des forêts françaises et qui donnent des arbres d'une qualité technologique très intéressante pour faire des meubles, de l'ameublement et que tout le monde nous envie. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui rajoute une petite chose, il dit c'est bien le chêne pubescent qu'on appelle le chêne blanc dans les Alpes-Maritimes. Tout à fait, tout à fait. Chêne blanc ou chêne pubescent, alors qu'est-ce que ça veut dire? Bon, pubescent, c'est en fait lorsqu'on retourne la feuille, c'est une adaptation au climat sec. La plupart des essences méditerranéennes et des climats chauds mettent des stratégies pour répondre à la chaleur. Une de ces stratégies est de, sous la feuille, émettre des poils de façon à limiter l'évapotranspiration en été, et puis sur le dessus de la feuille, avoir un peu plus de cire, de cuticule pour moins transpirer. Ce qui donne ces poils, la plupart du temps, quand vous retournez les feuilles, donc comme ils sont blancs, c'est pour ça qu'on l'appelle chêne blanc, parce que le dessus de la feuille est vert, le dessous est blanc, ce qui n'est pas le cas du chêne pédonculé et du chêne sessile. Voilà. Donc, c'est ces deux essences qui, donc, je vous dis, constituent le climax. Alors, si on revient avant que l'homme n'intervienne de façon importante sur nos paysages, par le biais donc, des défrichements et lorsqu'il a commencé à faire de l'agriculture, s'il n'y avait pas eu d'homme, aujourd'hui, nous nous trouverions dans les Hautes-Alpes, puisqu'on va prendre cet exemple, avec quasiment que du chêne pubescent jusque vers
à peu près 900 mètres. Alors nous, on a un effet versant qui est important. Le chêne pubescent va monter plus haut en versant Adré et moins haut en versant Ubac. Ça, c'est en pleine, ça n'arrive pas. Et puis ensuite, on aurait dû être de 900 mètres jusqu'à 1800 à peu près, mélangé avec du sapin. Alors, de façon, je vous dis, plus ou moins importante, souvent dans les révolutions des forêts, on a pendant 150 ans, par exemple, un peu plus de hêtres que de sapins, et la fois d'après, c'est un peu l'inverse. Et puis, sur les milieux érodés et sur les milieux d'altitude, eh bien là, c'est plus difficile parce que le climax a du mal à s'implanter, donc on aurait quand même un mélange pin-cimbro-mélèze avec sans doute plus de pin-cimbro que ce qu'on a maintenant. Voilà, les pins auraient disparu de la plupart de nos paysages, c'est des pionniers, ils auraient laissé la place à ces essences-là. Au niveau de l'utilisation de ces bois, donc on va effectivement déflorer ce sujet, puisque donc ces forêts produisent du bois, et du bois qui est utilisé, et notamment donc du bois de sciage. Alors, les principaux usages des bois résineux, et ce vers quoi effectivement l'ensemble des partenaires de la filière tendent à arriver, c'est d'avoir un pourcentage de bois de sciage issu de nos forêts le plus important possible, parce qu'effectivement, c'est ce qui va nous permettre, d'un point de vue économique, de rentabiliser au mieux. Alors, quand je parle de rentabiliser, c'est de vendre au mieux nos produits et nos bois de nos forêts, et surtout de faire travailler notre filière de façon beaucoup plus importante. On en parlera plus tard, mais 1 mètre cube de bois qui est destiné à faire de la pâte à papier ou du bois industrie, il faut à peu près 1000 mètres cubes, exploiter 1000 mètres cubes pour créer un emploi dans la filière, alors que lorsque on fait du bois de sciage et du bois dans la construction, eh bien 500 mètres cubes suffisent quasiment la moitié. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de produire du bois d'œuvre à tout niveau. Donc, les principaux usages de nos bois résineux, l'immense majorité donc, est destinée donc, au bois construction. Au bois construction, donc, soit au bois de structure, qui permettent de faire la charpente, mais avec aujourd'hui les maisons ossature bois également une partie de l'ossature donc, des murs. Et puis, effectivement, des usages en extérieur, en bardage, des usages en intérieur, donc des lambris, et puis d'autres usages. Donc, vous avez l'utilisation là, donc sur l'image la plus en aval donc du diaporama, où on peut utiliser ces résineux. Là, c'est du mélèze, parce qu'il a la particularité d'être imputrescible. Et donc, on peut l'utiliser pour faire des ouvrages de correction torrentielle dont je vous ai parlé juste avant, bon, puisqu'on en fait encore de nos jours. Voilà pour les principaux utilisations. Je suis peut-être un peu rapide là-dessus, mais si vous avez des questions, elles seront les bienvenues. Et puis, le gros de l'utilisation aussi, notamment en région PACA de ces résineux, donc c'est les filières industrielles. Donc, d'une part, la trituration. Alors, en région PACA, on a la chance encore d'avoir donc une usine qui fabrique de la pâte à papier à partir de résineux, bois rouge, donc pas des sapins ni des épicéas, mais essentiellement des pins et du mélèze. Donc, cette usine est assez âgée, mais elle marche encore très bien. Il y a eu des investissements réguliers et c'est l'une des principales industries de notre filière, donc en région PACA. Et puis quelque chose qui s'est développé beaucoup plus récemment, puisque bon, on peut dire que ça a à peu près une quinzaine d'années, guère plus. Donc c'est le fameux bois énergie. Donc c'est une problématique très intéressante où on essaye effectivement de remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Et le bois étant une énergie renouvelable, eh bien on a eu une politique et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le département des Hautes-Alpes notamment ont œuvré pour lancer cette filière qui aujourd'hui est de plus en plus structurée et fonctionne de mieux en mieux. Donc les matériels ont évolué, les pratiques aussi, et aujourd'hui donc on a des chaudières qui chauffent
Donc, soit les particuliers, mais la plupart du temps des collectifs, des petits collectifs. Ça va donc dans notre département jusqu'à des structures beaucoup plus importantes avec des réseaux de chaleur beaucoup plus développés, comme la totalité du centre de la ville d'Embrun. Quelque chose qui va être mis en place à Briançon, que je existe déjà et qui ressemble à Guillestre, et puis des structures, pas mal d'établissements de santé dans le Briançonnais et l'hôpital de Gap, qui sont des grands consommateurs d'énergie. Et puis aussi des collèges, ça c'est grâce à l'effort du département et à une politique volontariste. Donc on a tout un réseau de chaudières très importantes dans les Alpes du Sud et notamment dans le département des Hautes-Alpes. Et ça permet d'utiliser le résineux parce que, contrairement à ce que tout le monde croit, l'essence qui aujourd'hui a le meilleur rendement calorifique, c'est-à-dire qui produit le plus de chaleur au poids, eh bien c'est les pins et notamment le pin sylvestre. Donc on est très bien placé puisque toutes les forêts, enfin, une énorme partie des forêts qui sont situées donc dans le Val de Durance et au sud-ouest de notre département sont essentiellement peuplées de pins sylvestres, dont on a du mal à utiliser d'ailleurs pour d'autres utilisations. Pour ce qui est l'usage des feuillus, on est moins bien loti au niveau donc de l'utilisation potentielle, puisque justement quelqu'un posait la question tout à l'heure, effectivement au niveau des chênes, nous avons du chêne pubescent. Ce chêne pubescent a des caractéristiques technologiques qui permettent de le scier que très difficilement, parce que lorsque vous le passez sur un banc de scie, il est très nerveux et il va vriller. Il va pas permettre de faire des utilisations que les deux autres chênes qui poussent donc dans le centre de la France nous permettent. On ne peut pas faire de l'ameublement ou très difficilement. À la rigueur, on pourra en faire des traverses de chemin de fer, mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est un débouché qui est relativement limité. Donc, sa principale utilisation, c'est le bois énergie, donc du bois de chauffage avec une filière chez nous qui a, c'est un avantage, est très développé, marche très bien. Et donc, on a tout intérêt, effectivement, à conserver cette filière. Donc, on a des inconvénients parce qu'on ne peut pas en faire pas trop autre chose que du bois de feu, mais on a une filière en contrepartie qui marche assez bien. C'est un petit peu la même problématique pour les hêtres. Alors, on a des hêtres, effectivement, qui donnent des arbres de très, très belle qualité dans les forêts de l'Est, sur le plateau de Langres, dans les forêts du Centre, puisqu'on peut le dérouler pour faire notamment de l'ameublement, les fameux bureaux et chaises que vous avez sans doute eu quand vous étiez à l'école beaucoup plus jeune. Mais nous, ce hêtre qui pousse en montagne, et la particularité de ne pas pousser assez vite, il est souvent rouge, et là également, ça donne du bois très nerveux, et il est très difficile à mettre en œuvre, et donc la principale destination, c'est également le bois de chauffage, mais là aussi, c'est une filière qui marche très bien dans notre région PACA. Alors, sur la diapositive, je vous ai mis qu'une des autres utilisations possibles, il y en a d'autres, bien entendu, mais c'est les piquets. Il se trouve que pour faire des piquets, il faut utiliser des essences qui ont des caractéristiques technologiques très intéressantes, notamment le fait que sans traitement, elles n'arrivent pas, elles ne pourrissent pas. Donc, nous avons comme deux essences principalement utilisées pour faire des piquets. Une essence indigène qui est le châtaignier, mais qui ne se développe que sur des sols décarbonatés. Donc, on en a très peu dans les Hautes-Alpes, c'est le châtaignier. Pour trouver des piquets dans le châtaignier, il faut aller dans les Cévennes, dans la châtaigneraie limousine. Voilà. Et puis, une autre essence qui est un exogène, donc qui est le robinier faux acacia, mais on en a également très peu de plantés chez nous. Si vous allez dans la région des terres froides du côté de Grenoble, là, c'est très développé et je pense que c'est une filière qui est assez développée. Pour ce qui est des piquets, on n'en a pas parlé. J'en ai pas parlé juste avant, mais il faut quand même savoir par rapport au pin noir que c'est très utilisé aujourd'hui, ce pin noir, pour faire des piquets, mais des piquets traités, parce que c'est un arbre qui est droit, on l'a dit, et c'est surtout un arbre qui est très facile à traiter et qui prend bien le traitement
cuivre, chrome, bore, puisqu'on n'utilise plus d'arsenic. Et donc, on a une partie des bois issus de ces forêts de pin noir, lorsqu'ils ont des dimensions requises, qui partent et qui sont transformés dans des usines, enfin dans des unités qui font du traitement et qui nous reviennent notamment pour faire les piquets, pour supporter les filets par grêle de nos vergers dans le Val de Durance et jusque dans 0,4 et même plus bas. Donc là, c'est une utilisation aussi qui est encore bien contemporaine pour nos bois résineux. Voilà pour l'utilisation des bois. Nous allons peut-être prendre des questions s'il y en a avant de passer à une partie intéressante également de la forêt. Alors très rapidement par contre, parce qu'il est déjà 11h15, j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui ont des impératifs après. Je vois qu'il y a une question, je pense, de Stéphanie. Mais on ne vous entend pas. C'est bon. Okay. Non, il y a une différence entre bois bûche et bois énergie. C'est voulu ou c'est la même utilisation? On fait pas des bois bûches en fait avec les résineux, c'est ça? Voilà, enfin, pas tout à fait. Il faut quand même savoir qu'on a dans notre département, notamment à partir d'Embrun, on a une filière bois-bûche avec du résineux qui fonctionne. Parce qu'effectivement, à partir d'Embrun, naturellement, il n'y a pas du tout de feuillus. Donc, on importe du feuillu du sud de la région, voire d'autres régions, pour livrer les particuliers qui veulent effectivement se chauffer avec du feuillu. Pas spécialement à juste titre, parce que là c'est pareil, je ne vais pas trop m'étendre, mais tout le monde pense que ça encrasse, alors que bon, ce n'est pas du tout le cas. Mais on a une partie des exploitants locaux qui proposent aux particuliers du bois bûche avec du résineux. Et bon, ça ne représente pas des volumes très très importants, mais ça permet donc de valoriser une partie de l'arbre qui n'est pas sciable, et c'est important. Je fais la différence entre bois bûche et effectivement bois énergie, même si au niveau régional, les chiffres qu'on va vous donner du bois énergie, ça englobe les deux. Effectivement, pourquoi? Parce que essentiellement, le bois énergie, au sens bois déchiqueté, provient de résineux, des pins, voire des déchets de scierie, enfin des déchets, pardon, des connexes de scierie, parce que ce n'est pas des déchets, donc les parties qu'on enlève quand les bois ne sont pas des planches. Et puis le feuillu, où là, c'est vraiment du bois qui est transformé par les exploitants et qui est livré en bois bûche. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait cette distinction. C'est peut-être important à ce moment-là d'expliquer que dans le bois énergie, on a différents types de bois énergie. Donc le bois bûche pour le particulier qui se chauffe dans sa cheminée ou dans son insert. Le bois en plaquettes forestières, c'est ce qu'on voyait sur l'image tout à l'heure, ce qui permet d'alimenter les grosses chaufferies comme l'hôpital de Gap dont tu as parlé. On a aussi les granulés de bois, donc c'est les sciures de bois qui sont compactées sous forme de granulés. Voilà, il y a différents types de bois énergie qui ont des contraintes au niveau du séchage qui sont importantes. Parce qu'en fait, Jean-Michel, au niveau de l'outil conversé, il y a une petite conversation autour du bois bûche et c'est vrai que c'est toujours un thème à part entière, le bois énergie, justement sur l'aspect, mais le pain ça encrasse, oui ou non, enfin voilà. On pourra en revenir si on a du temps à la fin ou peut-être vous demanderez, puisque à Claire, vous pourrez avoir mes coordonnées ou je vous les donnerai pour appeler, pour que je vous éclaire là-dessus, parce que normalement c'est un module, ça, le chauffage au bois que je développe tout seul sur 2 heures lorsque je fais des interventions auprès d'un public d'agriculteurs, parce que ça nécessite un temps de compréhension relativement important par rapport à toutes ces idées reçues également qu'il y a sur le chauffage avec le bois. Donc là, nous allons passer… La question pour tout à l'heure, oui, parce qu'il faut avancer un peu malheureusement. Alors là, nous allons aborder un thème forestier qui est important parce qu'effectivement, souvent, on entend parler de déforestation, de gestion calamiteuse, de forêt qui disparaît. Alors, ce qu'il faut savoir, on y reviendra sur les chiffres après, mais il faut aujourd'hui
faire énormément la distinction entre ce qui se passe dans les pays émergents, et notamment en Amérique du Sud, et ce qui se passe en Europe en général, et particulièrement en France, où donc la forêt est un espace, est un milieu qui est très très protégé depuis très longtemps. Hein. Donc vous voyez les chiffres. Pourquoi? Parce que historiquement, c'était une ressource stratégique, et notamment, on se plaît à le dire, il y avait le besoin d'avoir des bois de marine, et les agriculteurs, enfin les agriculteurs de l'époque avaient plutôt intérêt à gérer les forêts en taillis, parce qu'ils avaient surtout besoin de bois de chauffage et ne laissaient pas vieillir les arbres. Et d'un point de vue stratégique et militaire, on avait plutôt besoin de gros arbres bien vieux, et pour faire donc ces bois de marine, ces mâts et puis les coques des bateaux. Et donc, on a eu plusieurs arrêtés de l'époque et lois qui ont protégé les forêts justement de ce point de vue stratégique. Et il en ressort qu'aujourd'hui, on s'appuie, et la forêt s'appuie, alors elle a un code à elle toute seule. C'est pour ça que je vous explique que c'est un milieu qui est très très protégé, parce que comme le code rural, qui effectivement a des articles qui intéressent la forêt, mais il y a quand même un code forestier à lui tout seul qui a pour objectif de protéger la forêt et de promulguer la gestion durable de ces espaces. Donc on a affaire à des espaces qui sont extrêmement protégés, en Europe en général, mais particulièrement en France, où on ne peut absolument pas faire n'importe quoi et où les problématiques de déforestation sont très faibles. Et vous verrez par la suite qu'il en résulte qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on entend et ce qui se passe sans doute dans tout le monde, eh bien, on se situe en France dans une problématique d'augmentation de notre surface boisée plutôt que de diminution. Donc, à cette législation très importante auquel tout le monde doit se conformer du code forestier, donc qui protège essentiellement contre le défrichement, mais et qui promeut la gestion durable des forêts et son encadrement, parce que le code forestier dit qui fait quoi en forêt, comment ça doit être travaillé. On a tout un autre panel de législation qui viennent effectivement se superposer au code forestier, donc ils sont plus restrictifs encore que le code forestier, qui est déjà un exemple en la matière. Donc, j'en cite quelques-unes, mais on a donc des particularités dans les zones Natura 2000, on a des espaces boisés classés, on a des espaces naturels sensibles, on a les parcs nationaux, bien entendu, les régionaux, les réserves naturelles, et puis dans ce département, alors il est cité en numéro 5, mais c'est important parce qu'on a un régime spécial de forêt, on en a 3 dans le département, qui sont des forêts de protection, 2 privées et une donc sur la commune de Gap. Donc c'est une disposition très particulière du code forestier, donc qui permet d'avoir donc une législation spécifique sur un endroit où il y a vraiment besoin de protéger certains milieux. Je vous ai dit, il y en a 3, donc il y a toutes ces forêts qui sont situées au-dessus du domaine de Charence, là, qui sont des forêts de protection. Donc on a une législation spécifique et on comprend pourquoi. Il y a Gap en bas, puis le canal avec cette problématique du canal de Gap qui irrigue en eau tout le bassin du Gap en C et qui est sur des terrains qui sont extrêmement soumis donc, à l'érosion. On en a une donc, dans le massif des Sauvasses au-dessus de Montmort qui touche déjà tout un massif qui est un périmètre à l'époque RTM, donc la forêt des Sauvasses, et une à Baratier dans l'Embruné, donc qui est située aussi sur un bassin versant qu'il fallait extrêmement protéger, donc avec ce gros torrent qui descend aux Ors qui a pu à un certain moment causer de nombreux dégâts. Alors là, on va en venir sur la gestion forestière. Je vais essayer d'aller un peu plus vite que ce que j'ai été auparavant, parce que sinon ça va prendre du temps. Donc je vais essayer de synthétiser la gestion forestière telle qu'on la pratique aujourd'hui. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sans intervention, de toute façon, une forêt, c'est vrai, va arriver à se développer, va arriver même à perdurer,
Mais ce qu'il faut surtout retenir dans la non-intervention d'une forêt, parce qu'on ne peut pas intervenir de toute façon partout, c'est que, donc, par rapport à ce que je vous ai dit au début de l'intervention, c'est que la forêt ne peut pas jouer tous ses rôles. Et au bout d'un moment, si on laisse un peuplement se développer naturellement, eh bien, comme sur ce que je vous présente là, les arbres vont pousser effectivement très serrés et il va y avoir le risque, c'est en mettre de façon naturelle d'ailleurs, de régénérer la forêt. Mais vous voyez bien que dans le cas de la photo qui est présentée à droite dans le massif du Dévoluy, même si naturellement la forêt va se reconstituer si on n'y fait rien, au stade où elle en est, elle ne peut plus jouer son rôle de protection parce que bon, il va y avoir un moment où le sol sera plus ou moins nu. Son rôle social, j'en parle même pas, vous voyez bien que c'est impénétrable. Et puis, au niveau de la production, la plupart des arbres sont cassés, donc abîmés, et il y a énormément des arbres qui ont été exploités dans cette forêt après ce coup de Chablis, qui, au lieu de rejoindre la filière sciage, partent au bois industrie, au bois énergie. Donc la gestion forestière, en fait, elle consiste au départ à gérer la lumière et à gérer la répartition des espèces. Le forestier, lui, on se plaît à dire qu'il fait qu'accélérer un processus naturel dans les forêts naturelles. Alors, à des endroits, bien entendu, on a une substitution d'essence, mais dans les Hautes-Alpes, aujourd'hui, on est plutôt sur des gestions du naturel, on ne fait plus trop de reboisement et surtout pas beaucoup avec des essences exogènes. Donc, on gère la lumière. Pourquoi? Parce qu'en forêt, il n'existe qu'une seule loi. Alors, pour nous, les forestiers, c'est très facile. C'est très facile d'aller à l'école parce qu'il n'y a qu'une seule loi, c'est la loi d'Eichhorn, qui nous explique qu'une essence donnée dans un milieu donné a une croissance en hauteur qui, effectivement, est linéaire et est la même. Par contre, si on veut que les arbres grossissent en diamètre, eh bien, il faut gérer la lumière, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Au même âge, dans une forêt qui ne sera pas gérée, vous aurez sur un hectare, par exemple, 2 ou 3 000 arbres de 20 cm de diamètre, donc 0,1 ou 15 mètres cubes de diamètre, donc des arbres tout petits, tout fins, qui ne pourront intéresser que la filière bois énergie, bois industrie. Alors que si vous avez pratiqué des éclaircies et une gestion normale, vous aurez plus que 400 arbres, mais ils feront 0,5 mètre cube pièce ou presque, si vous avez 250, on pourra aller avec du sapin et du mélèze à 1 mètre cube pièce, donc des arbres de 40 cm de diamètre, et qui vont pouvoir intéresser cette filière bois énergie. Et tout au long de la vie du peuplement, avec la sélection, tous les arbres aussi qui présenteraient des défauts sont éliminés. Et à la fin de la vie du peuplement, donc l'objectif, c'est d'avoir des arbres d'une qualité supérieure et qui intéressent la filière la plus importante. Alors, on va détailler les 3 gros modes très rapidement de gestion. Donc, à l'étage collinéen, on a nos feuillus. Je vous expliquais que ces arbres ne donnent pas d'arbres de futaie. La gestion la plus répandue pour nos feuillus, le chêne et même un petit peu le hêtre, donc c'est la gestion en taillis. Donc la gestion en taillis, elle a comme particularité de favoriser la particularité des feuillus que de pouvoir se reproduire de façon asexuée par rejet de souche. Lorsqu'on coupe un feuillu, il repart du pied. Donc c'est ce que l'on pratique lorsqu'on fait de la gestion en taillis. Donc on fait soit effectivement des coupes rases, comme sur la photo de droite, soit effectivement de nos jours, dans beaucoup d'endroits, on essaye de faire de la coupe de taillis avec réserve. Ces réserves d'un point de vue paysager et puis effectivement pour augmenter la biodiversité permettent de conserver des essences diverses et ça peut effectivement aller plus dans le sens de l'acceptabilité des groupes. Ces coupes de taillis arrivent à une rotation dans les meilleures stations d'une trentaine d'années et dans les stations les moins bonnes, 40 à 60. Il ne faut pas trop dépasser parce que la faculté à rejeter de ces arbres diminue avec leur âge. Donc un taillis qui aurait 80 ou 100 ans, si vous le coupez à blanc, bien, vous risquez d'avoir des problèmes de rejet. Donc ça pose un problème dans la gestion. Donc ce n'est pas
avec cette diapositive, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que la coupe rase dans les taillis, ce n'est pas un gros mot, c'est une pratique qui est tout à fait normale et qui doit effectivement perdurer partout où cela est possible. Et si effectivement, pour des raisons ou pour une autre, on veut garder des essences, eh bien, on peut effectivement faire des coupes de taillis avec réserve. Donc, le taillis… C'est très courant cette technique, Jean-Michel, dans les Hautes-Alpes? Alors, c'est assez courant, mais c'est moins visible et moins décrié que, par exemple, dans les Alpes de Haute-Provence, sur le massif de la montagne de Lure, pour la bonne et simple raison, c'est surtout des forêts privées en taillis. Et on n'a pas de grosses propriétés. Donc, en fait, ce qui est décrié souvent, en fait, ce n'est pas tellement la coupe rase, mais c'est l'étendue de la coupe rase. On a pu voir des surfaces très importantes sur le sud de la montagne de Lure, par exemple, qui effectivement peuvent choquer, parce que quand vous avez 30 ou 40 hectares qui sont passés à blanc et qu'un sentier qui passe au milieu, ouais, ce sentier, pendant longtemps, vous avez l'impression d'être sur la Lune, surtout la première année. Alors après, ça repousse assez vite. Hein. Nous, dans les Hautes-Alpes, les propriétés sont réduites. On a des coupes rases, mais souvent sur des surfaces relativement faibles, ça passe beaucoup mieux. D'accord. Peu de problématiques, de personnes qui se plaignent de ce type de gestion dans les Hautes-Alpes. La gestion futée. Alors, la gestion futée, donc là, on ne parle plus de reproduction asexuée. On va partir du semis et on va aller jusqu'à l'arbre mature avec tout un tas d'opérations. Et donc, au départ, on va partir avec un grand nombre d'arbres, une régénération. Et au fur et à mesure, effectivement, on va pratiquer des interventions. Donc, d'où l'intérêt des interventions et des coupes de bois pour arriver, in fine, à avoir une forêt telle qui joue tous ses rôles et surtout qui produit le bois dont on veut. Donc, on va mélanger les essences ou pas, mais c'est mieux. Aujourd'hui, on est tous bien conscients que c'est mieux de les mélanger, mais avec un pourcentage d'arbres qui intéresse les filières les plus intéressantes, le plus important possible. Donc, une fois que la régénération, qui la plupart du temps est naturelle, mais même dans les plantations, on plante toujours à une densité relativement importante. Et régénération, donc on a un grand nombre d'arbres à l'hectare. À titre d'exemple, 10 000 semis par hectare. Lorsqu'on fait des plantations, on est aux alentours de 1500 à 1010 hectares maintenant, avant c'était 2500. Et donc on va arriver à la fin de la vie du peuplement, je vous ai expliqué, entre 250 pour le mélèze quand c'est le plus bas, mais jusqu'à 250 pour 110 hectares. Donc, la première intervention que l'on fait, lorsque les arbres ont moins de 4 mètres de haut en général, c'est du dépressage. Donc, la différence entre du dépressage et de l'éclaircie, c'est que c'est à bois perdu. Donc, on coupe des arbres. On va commencer à sélectionner les essences qu'on veut, le mélange qu'on veut, et on va commencer, effectivement, dans ce dépressage, à enlever les arbres qui présenteraient des défauts et des tares. Et ensuite, on passe aux éclaircies. Alors là, vous avez des éclaircies dans les peuplements de pin noir qui ont été plantés et qui sont mécanisés, mais des fois, ce n'est pas le cas. Ces éclaircies, à chaque fois, elles vont arriver à chaque tous les 15 à 20 ans. Et on va en gros enlever 30% du volume supérieur de façon à ce que les arbres restants puissent continuer à grossir en diamètre. Jusqu'à la coupe de régénération, où là, théoriquement, donc, on ne conserve que les arbres qui, alors on peut conserver un mélange, mais une majorité d'arbres qui doit constituer le peuplement qui va être régénéré. Cette coupe de régénération, elle est importante parce que lorsqu'on a des forêts très vieilles, eh bien effectivement, à un moment donné, c'est le cas de beaucoup de forêts des Hautes-Alpes aujourd'hui, il faut penser à la régénérer. Si on ne le fait pas, de toute façon, c'est un phénomène qui intervient naturellement et c'est ce qui se passe dans tous les peuplements de pin sylvestre qu'on commence à avoir dépérir. C'est peut-être on a un peu trop attendu ou on pensait que ces forêts étaient beaucoup plus longévives que ce qu'elles le sont réellement. Voilà. Alors, un mode, effectivement, qui fait de plus en plus d'adeptes et surtout qui est très développé en montagne, donc c'est la forêt qu'on peut appeler de type jardinier, parce que la forêt jardinier au sens strict, tel que c'est écrit dans les manuels, on en a très peu chez nous.
Donc, sur le même endroit, on va essayer d'avoir effectivement tout le stade des développements de l'arbre, du semis jusqu'à l'âge de l'arbre mature. Ça permet d'éviter effectivement d'avoir des sols dénudés, ça permet, voilà, c'est peut-être effectivement ce qui colle le plus pour avoir tous les rôles de la forêt au même endroit, au même moment. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est moins productif, c'est pas adapté à toutes les essences, c'est plus difficile à conduire et c'est adapté à la forêt de montagne, notamment le sapin, mais c'est plus difficile à conduire dans les essences pionnières. Cependant, avec la grande habitude, les forestiers, notamment les forestiers de l'Office national des forêts, arrivent à gérer du mélèze comme ça, etc. Et donc, c'est vrai que le gros avantage sur les paysages, c'est qu'à tout moment, vous avez la conservation de la forêt tout le temps avec tous les stades de développement. C'est un petit peu la forêt que j'ai derrière moi. Peut-être que certains publics apprécient plus que les forêts régulières, bien entendu. Alors, nous avons tenu quand même à vous présenter, parce qu'on est dans le sud de la France, où s'est développé, on est avec une civilisation de pasteurs, un mode alternatif de gestion des espaces, c'est le sylvopastoralisme. Il faut quand même savoir que énormément de nos forêts dans les Hautes-Alpes sont pâturées. Alors, lorsqu'on a affaire à des forêts d'altitude, on a du pâturage effectivement en sous-étage à certains moments du développement de la vie du peuplement, puis on l'interrompt au moment de régénérer les forêts. Mais on peut effectivement, au niveau de la parcelle forestière, opter pour une gestion sylvopastorale. Les agriculteurs peuvent le faire. Donc, c'est essayer d'arriver à produire sur le même espace et en même temps du bois et de l'herbe pour les animaux. Ça présente beaucoup d'avantages et notamment en ces périodes de réchauffement climatique et de changement climatique, c'est que l'herbe, donc en sous-étage, reste fraîche beaucoup plus longtemps et ça permet dans certains secteurs d'avoir de l'herbe beaucoup plus appétante et beaucoup mieux conservée au mois d'août par exemple, lorsque partout ailleurs c'est grillé. Voilà, donc on tenait à vous le dire. Donc c'est une gestion. Aujourd'hui, on a un guide qui va sortir au niveau donc, des chambres d'agriculture de PACA sur les essences et comment gérer ces milieux et avec ce type de sylviculture. Il a été réalisé avec l'ensemble des partenaires et des acteurs de la filière là aussi. Jean-Michel, on a une question de Stéphanie de nouveau. Oui. Hop, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, moi, ma question, c'est au niveau des coupes rases. Ça doit quand même avoir un impact au niveau de la faune sauvage qui, d'un coup, se retrouve mise à nu, etc. Donc, est-ce qu'il y a une gestion, enfin, je ne sais pas, une prise de conscience par rapport à ça ou pas vraiment? Alors là-dessus, je répondrai que c'est l'excès qui nuit. Une coupe rase de 2 hectares ou 4 dans un massif de 100 hectares, la faune va tout à fait s'adapter si elle est faite au bon moment. Effectivement, si la coupe intervient au mois d'avril en pleine nidification avec le nid des sur l'arbre que vous coupez, ça va avoir un impact direct. Mais si c'est raisonné et si c'est aménagé et que pas tout le monde coupe en même temps, ça pose aucun problème. Donc pour ça, pour les grandes forêts, les grands propriétaires et les forêts qui sont gérés par l'Office national des forêts, donc on a des plans de gestion qui permettent effectivement d'harmoniser tout ça. Pour la forêt privée, tout à l'heure je vous ai dit, un des principaux handicaps de la forêt privée, c'est son morcellement, mais dans ce cas-là, ça protège effectivement d'excès de très très grandes. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'au travers des différents labels et de l'ensemble des partenaires forestiers, il y a une prise de conscience, notamment dans les peuplements de taillis, avec les micro-habitats, et qu'aujourd'hui, donc, dans ces taillis, il existe encore des reliquats d'arbres qui jadis étaient traités en tétard. Ces arbres, aujourd'hui, sont vieux, sont souvent des arbres à cavité qui peuvent receler donc de nidification d'oiseaux très spécifiques ou de chauves-souris. Et très, très souvent, on le verra avec les cahiers des charges UFC, et même de toute façon, on le fait de façon naturelle maintenant, tous les forestiers. Ce type d'arbres qui intéresse assez peu d'ailleurs la filière, alors ça tombe bien, sont la plupart du temps conservés
et on essaye de prendre en compte de plus en plus, de façon générale, les attentes sociales et les attentes environnementales. Donc, lorsqu'on a affaire à un taillis où il n'y a pas de particularité et de micro-habitats, on peut faire des coupes rases sur des surfaces, je dirais, relativement limitées. Ça dépend du massif, mais si vous faites, je vous dis, 5 hectares de coupes rases sur un massif de 200, ce n'est pas très gênant. Ça va même effectivement favoriser d'autres espèces, puisque le gibier va pouvoir revenir manger des rejets, les chauves-souris qui aiment bien les lisières vont pouvoir retrouver des lisières, alors que dans un massif totalement fermé, elles ne peuvent pas chasser. Enfin bon, voilà, il y a tout un tas de choses. Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, ça reste mesuré, ça reste à la bonne échelle. Voilà ce que je dirais sur la coupe rase. Il y a Léane qui demande si la futée jardinée, c'est la même chose que la futée irrégulière. Oui, tout à fait. En fait, dans les manuels, la futée jardinée, normalement, ça correspond à des normes avec des choses qui sont très précises et qui sont vraiment pratiquées de façon très rigoureuse uniquement dans le Jura avec la méthode du contrôle. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais c'est ce que moi j'ai appris à l'école. Chez nous, on a plutôt affaire à de la futée dite irrégulière parce que, à la différence avec la vraie futée jardinée, si vous voulez, en gros, si vous divisez votre forêt en 5, donc vous aurez des arbres qui vivent 200 ans, vous avez donc 25% de la surface qui a de 0 à 50 ans, 25% de la surface qui a de 50 à 100, et ainsi de suite. La futée irrégulière, c'est plus souple et la répartition n'est pas aussi cartésienne. Donc, du coup, la production non plus, parce qu'à des moments, vous aurez plus d'arbres âgés et la coupe d'après, il faudra plus prélever. Puis après, pendant un moment, vous aurez plus d'arbres jeunes, mais c'est effectivement la même chose que la futée régulière qu'on peut lire. Et puis, c'est pourquoi ça? Parce qu'aussi, c'est plus facile à mettre en œuvre. Voilà. Alors, je voudrais, maintenant, s'il n'y a plus de questions, pour pouvoir avancer encore. Jean-Michel, vu qu'on a déjà dépassé de 10 minutes, je pense que, ouais, voilà, il est 11h40. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas voir aujourd'hui. À la limite, on peut, si vous le souhaitez, vous donner un autre rendez-vous pour une deuxième session. Parce que là, j'ai peur, voilà, on va courir pour voir tout ce qui nous reste et il nous reste encore beaucoup de choses. Donc, allons peut-être encore sur la mécanisation, sur le qui fait quoi. Et laissons-nous 10 minutes de questions. Et ensuite, je vous reproposerai un autre rendez-vous. Jean-Michel, si tu es d'accord. Enfin, je suis désolée, mais... Alors, au départ, j'avais très peur de ne pas arriver à arriver à faire cette conférence devant un écran. Et je m'aperçois qu'une fois de plus, je suis sans doute trop bavard. Mais c'est difficile, effectivement, de contenir et de résumer toute la gestion forestière en 1 heure de temps. Nous avons souhaité, surtout l'ensemble des acteurs, puisque je vous rappelle que nous sommes dans l'acceptabilité des coupes, de vous parler de la mécanisation en forêt, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que, alors, je ne vais pas parler de lobby environnementaliste, mais c'est un petit peu le cas, fait un petit peu une fixation sur l'exploitation mécanisée et sur ses méfaits. Alors moi, j'aurais tendance à dire que effectivement, c'est comme tous les outils, la mécanisation, c'est des outils. Un outil mal utilisé, ça ne fait pas et ça ne rend pas le service que l'on veut avoir. Mais un outil bien utilisé, eh bien effectivement, ça reste un outil et ça peut répondre tout à fait aux problématiques. Il faut quand même savoir que les métiers manuels de l'exploitation forestière, c'est des métiers qui sont pénibles, répétitifs, et qu'aujourd'hui, on se trouve dans la problématique suivante, c'est que pour les essences, effectivement, qui ont des débouchés plutôt nobles, donc la construction, le sciage, on peut encore faire de l'exploitation manuelle sur des gros arbres et de l'exploitation à câble, mais pour toute une partie de nos forêts qui donnent des produits de très faible valeur ajoutée, on ne trouve plus de main-d'œuvre. Alors, ça fait déjà très longtemps que c'est très difficile de trouver de la main-d'œuvre autochtone, qu'on fait venir souvent donc pour faire cette exploitation-là, mais comme en agriculture, de la main-d'œuvre étrangère. Mais alors là, on se trouve encore on a passé encore un cap où même de la main-d'œuvre étrangère, c'est très très difficile.
Donc, ce travail dangereux, pénible, répétitif, et qui, effectivement, on nourrit plus son homme, on a trouvé le moyen de le remplacer par la mécanisation, et c'est d'ailleurs le but de la mécanisation. On mécanise des interventions exactement pour ça. Et donc, je vous dis, si c'est bien utilisé, eh bien, effectivement, ça ne pose aucun problème. Dans notre département et en général dans notre région, on a affaire à des sols et des rotations de coupe qui sont relativement espacées par rapport à ce qui peut se passer dans les forêts très productives de plaine ou du massif central. Et on a des sols qui sont souvent très caillouteux, très porteurs et où on n'a pas les problèmes que l'on peut avoir ailleurs de passages répétés qui peuvent tasser les sols, de sols avec des mouillères où la mécanisation peut poser problème. Donc, dans nos régions, effectivement, et notamment pour l'exploitation des pins de l'étage collinéen, on utilise de plus en plus de la mécanisation, mais c'est tout à fait approprié, c'est tout à fait adapté. Et je pense qu'il faut être capable d'expliquer ça à nos concitoyens et d'adapter notre sylviculture à ces outils qui, effectivement, font peur, parce que quand on voit arriver ces machines, on a l'impression qu'elles sont relativement grosses et imposantes. Mais, in fine, si on fait la bonne pratique et au bon moment, de toute façon, ça a un impact relativement faible chez nous, sur l'environnement et sur les sols forestiers. Voilà ce que je voulais dire sur la mécanisation. Donc là, pareil, on pourra revenir sur des questions. Et qui fait quoi en forêt? Alors ça, c'est une diapositive qui est assez intéressante parce qu'on a du mal, on ne sait pas à qui s'adresser. Donc, en forêt, donc en France, on a d'abord, au départ, une propriété. On a 3 gros types de propriétaires. Alors, au niveau français, les plus gros propriétaires, c'est les propriétaires forestiers qui possèdent entre 75 et 80% de la surface forestière. Ce n'est pas le cas dans les Hautes-Alpes, on est à 35% de forêt privée. On a en deuxième les communes, donc qui au départ, c'était des biens en commun qui étaient souvent, pour les Alpes du Sud, des pâturages en commun et qui se sont boisés. Aujourd'hui, on appelle ça des forêts, donc des forêts qui appartiennent aux communes, des forêts communales. Et puis, le troisième gros propriétaire, c'est l'État, donc les forêts domaniales qui appartiennent au domaine privé de l'État. Donc, les deux derniers types de forêts, communales et domaniales, sont gérés, c'est l'article 1 du Code forestier, donc doivent être gérés, doivent être soumis au régime forestier. Donc, je vais faire, ça ne plaira pas aux puristes, mais quelque chose de très rapide. Donc, c'est en gros géré par l'Office national des forêts, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial. Et puis, les forêts privées pour lesquelles donc, on a un développement et qui sont sous-exploités, sur lesquels donc, on a des organismes de développement qui sont donc le plus important, le CNPF en nombre de TP, donc le Centre national de la propriété forestière, qui est dédié uniquement donc, à la vulgarisation et au développement donc, de la forêt privée, et les chambres d'agriculture qui travaillent effectivement sur la forêt privée, mais également sur l'arbre forêt. Voilà. Et puis après, donc, des gestionnaires. Alors, le premier gestionnaire donc, pour les forêts publiques, je vais assez vite, je vous l'ai déjà présenté, c'est l'Office national des forêts. Et puis pour les forêts privées, donc, bien monsieur, la coopérative l'a rappelé, donc on a une coopérative en région PACA, mais on en a dans toute la France. On a des experts forestiers, des bureaux d'études qui peuvent effectivement mettre en œuvre des travaux, et puis des associations, la Suboré-Varoise, la FAB sur le 05. Ensuite, on a affaire donc à des exploitants forestiers, des entrepreneurs de travaux forestiers. La différence, l'exploitant, donc, il achète du bois sur pied, il exploite, c'est lui qui le trie, qui le répartit sur les différentes unités de transformation. L'entrepreneur de travaux forestiers, lui, il a un donneur d'ordre qui lui dit soit d'exploiter, soit de débarder, soit de faire les deux, soit de transporter du bois. Donc, ces gens-là sont réunis au sein du syndicat des exploitants forestiers sylviculteurs. Au niveau du contrôle et de la réglementation, donc, le principal acteur, c'est la DRAF, donc la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, et les DDT dans les départements. Donc, c'est eux qui font en sorte donc, de faire appliquer la réglementation. Alors, en forêt communale et domaniale, bien entendu, les agents de l'Office national des forêts sont assermentés, et puis on a d'autres personnes qui
qui peuvent aussi faire appliquer la réglementation forestière, les gardes des parcs, les gardes de l'OFB, bien entendu, qui sont plus pensés sur l'eau et la biodiversité, mais qui donc ont un rôle important à jouer également. Et puis pour la politique forestière, donc, on a donc des organismes, donc le conseil régional, enfin la région, les départements, et puis donc l'organisme grâce auquel effectivement aujourd'hui on peut faire cette conférence et qui a pour but de rassembler un peu tous ces acteurs pour infléchir ou orienter plutôt notre gestion forestière et comment faire quoi en forêt. Donc FIBOIS, l'interprofession, donc, et donc ma collègue Claire qui est employée donc à ce FIBOIS, et on essaye donc, ce que je vous expliquais, de rassembler cette grappe d'organismes vers un destin commun, ce qui n'est pas toujours facile, mais je ne désespère pas, et puis je suis même relativement satisfait de ce qui se passe, puisque vous voyez qu'aujourd'hui, on est capable de vous proposer des choses en commun, et ce n'est pas parce qu'on est divers dans nos organismes, CRPF, ONF, Chambre d'agriculture, communes forestières, exploitants forestiers, syndicats des exploitants forestiers, DRAF, BDT, qu'on n'arrive pas à se retrouver autour de cette forêt qui nous est chère pour tous. Voilà, je pense qu'il est temps peut-être de terminer puis de passer aux questions s'il y en a ou pas. Donc voilà, simplement pour vous dire, je suis vraiment désolée, en répétition, on avait imaginé que ça pourrait tenir dans le temps imparti, et puis bon, ben voilà, finalement, c'est très intéressant et c'est bien de prendre le temps. Donc je vous proposerai, si notre intervenant est d'accord, une deuxième session. Alors à la fois pour terminer ce qu'on avait prévu de vous dire aujourd'hui, et aussi peut-être avec une place un peu plus grande pour des questions. Donc si vous avez des questions d'ici là, je vous proposerai de me les envoyer. Et en attendant, on a deux questions d'abord. Oui, juste que ça serait très intéressant parce que je pense notamment aux gens qui sont venus, qui avaient sans doute des interrogations sur la filière aval, les chiffres, comment arriver à mettre du bois local dans les constructions et tout. C'est un peu dommage parce qu'en fait, toute la partie qui reste à faire, c'était donc l'état de notre filière, ce qu'on transforme et puis comment favoriser les filières, les labels, les écolabels, enfin voilà. Je suis désolé, c'est ma faute et mon entière responsabilité. Mais ce n'est pas du tout ta faute, Jean-Michel, c'était très bien comme ça. Deux questions sur le partage là. Donc la première, c'est concernant une photo qu'on a vue un petit peu tout à l'heure où on voit un porteur qui ramasse des billons. Et donc, il y avait une question par rapport au fait, est-ce que si on mettait les billons au sol, est-ce que ça éviterait le tassement des sols? Voilà. Alors là, c'est exact, c'est la vraie bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'exploitation mécanisée, donc pour faire passer la machine qui est imposante, donc il fait à peu près 3 mètres de large, il faut ouvrir un rayon pour ne pas abîmer les arbres, les frotter de chaque côté de 4 mètres. Donc cette machine, si elle est utilisée normalement, elle abat ses arbres devant elle. Donc l'idée, c'est que sur ce passage qui est ouvert et qui est dans le sens de la pente, parce que ça n'accepte pas les dévers, et qui est à répétition de 2 fois la longueur de son bras d'intervention, l'arbre est abattu devant et la machine les branches devant, parce qu'en fait l'opération est mécanisée. Toutes les branches se trouvent, 95%, 90% des branches et des rémanents vont se trouver devant. Donc elle va aller en avançant, donc elle va rouler sur ces branches. Ce qui a pour effet, tout de suite, il y a 2 effets. La première, c'est d'éviter le tassement du sol, puisque bon, ça joue un peu un rôle de protection, un rôle de couverture. Et le deuxième effet, c'est que ces branches, ça commence à les écraser. Et ça fera en sorte que, d'un point de vue visuel et d'un point de vue décomposition, donc ça les met plus vite au sol, et ça commence à les écraser, ça diminue leur volume. Et le porteur, lui, de même, si c'est bien utilisé, il ne roule pas n'importe où dans la forêt, et il va passer sur ses branches. Et donc, lui aussi, il devrait théoriquement donc, ça devrait faire exactement la même chose, donc une protection, et il va encore écraser les branches, et on va protéger comme cela. L'autre avantage aussi, c'est qu'en ramassant toutes ces branches
Donc, sur le même niveau, quand vous faites des interventions à but silvopastorales, par exemple, eh bien, vous avez encore toute l'interbande, qui est la plus grande partie de la forêt, où effectivement, vous n'avez pas d'arbres, pas de branches, et où le pâturage est favorisé. Alors, bien entendu, vous me direz, ouais, mais alors, la matière organique est moins bien répartie. Chose vraie, mais ce que je vous ai dit également, c'est que c'était d'abord que 80% des branches et la plupart, de toute façon, des matières organiques intéressantes pour l'humus forestier, c'est quand même dans les feuilles que ça se trouve. Donc les arbres perdent leurs feuilles chaque année, hein, résineux d'ailleurs, et feuilles compris, et que c'est en ça qu'effectivement, on a quand même le cycle de la forêt et de la constitution du fonds forestier et la répartition qui se fait de façon, la plupart du temps, répartie in fine de la vie du peuplement. Très bien. Une question peut-être de Valentin qui l'a posée sur le chat, qui demande si tu peux expliquer le lien entre le dépérissement des pins sylvestres et coupe de régénération tardive. Il dit que sur le périmètre du PNR des Préalpes d'Azur, il y a beaucoup de forêts de pins sylvestres dépérissants. Alors, c'est un phénomène très, très important qui touche toute la France. Dans l'est de la France, on a la recrudescence d'attaques de scolites, donc du coléoptère, là, qui attaquent des essences, alors pas exogènes, c'est beaucoup de l'épicéa, mais de l'épicéa qu'on a planté hors de sa zone naturelle d'intervention, de sa zone naturelle du départ. Et nous, effectivement, en région PACA, on a beaucoup de forêts de pins sylvestres qui dépérissent. Et on a tendance, effectivement, et c'est sans doute assez lié, à rapprocher ça du réchauffement climatique. Alors, effectivement, le réchauffement climatique a certainement un rôle dans le dépérissement du pin sylvestre et certainement un rôle d'accélérateur. Il faut quand même regarder, quand on est attentif, enfin, moi c'est ce que je pense, c'est que la plupart donc, de ces peuplements de pins sylvestres qui dépérissent sont âgés et ont déjà souvent ceux qui dépérissent en premier ont souvent déjà des pathogènes, notamment du gui, qui fait qu'ils sont déjà affaiblis. Et sont situés, pour la plupart, sur des sols souvent superficiels, souvent donc avec des capacités de rétention en eau et des potentialités forestières relativement faibles. Ça, dès qu'on a un sol, parce que c'est là où sont les forêts, les meilleurs sols en agriculture, et on décale les forêts vers les sols de plus en plus mauvais, et les peuplements de pins sylvestres qu'on voit dépérir ont souvent colonisé des landes qui étaient déjà sur des sols très pauvres, des landes pâturées. Aujourd'hui, il y a ce dépérissement. Moi, je pense qu'on se fait une idée. On a d'ailleurs dans nos inconscients, on considère la forêt comme quelque chose d'immuable, un peu comme des rochers, comme la montagne. Et la forêt, ça naît, ça vit et ça meurt. Et on est peut-être arrivé, parce que la déprise agricole, c'est souvent fait dans de nombreux massifs, je ne dis pas la même année, mais sur une échelle de 20-30 ans, à peu près la même année, et pour une forêt. Et aujourd'hui, on arrive peut-être un peu aussi au bout du cycle et au bout de la longévité de ces arbres-là, et en fait, le fait qu'ils dépérissent. Donc, c'est peut-être qu'effectivement, il aurait fallu songer à ce renouvellement plus vite. Et le réchauffement climatique, ou les excès climatiques, les excès de sécheresse, ça fait qu'exacerber, c'est-à-dire que dans un massif où il serait mort, je veux dire, je vais prendre un exemple, mais bête, 50 ou 100 arbres à l'hectare, de façon, peut-être que l'année, quand on a un excès climatique, il en meurt au lieu de 100, 3 ou 400, peut-être plus, et qu'effectivement, c'est beaucoup plus visible. Mais de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que si on ne se penche pas rapidement sur ces peuplements et leur régénération, ce phénomène qui sera décalé dans le temps, mais il interviendra beaucoup. Ok, merci. Je crois que ça va être la dernière question parce qu'il va être midi. Stéphanie, vous avez levé la main? Oui, alors moi, c'est pas vraiment une question, c'est plus un commentaire par rapport à votre but, donc par rapport à ces conférences de voilà, accéder au tout public, etc. Je pense que
là, ça a été vraiment trop rapide et peut-être même pas prévu d'être développé sur vraiment les métiers de l'exploitation, voilà, de la récolte, de la gestion. Concrètement, comment on fait, comment on décide, le choix du lieu, la bourse au prix. Enfin, c'est vraiment des choses, à mon avis, pour le grand public, nous, nos clients en tant qu'accompagnateurs, et puis aussi pour mes collègues en tant que acquérir un savoir, quoi, et qu'on pourrait retranscrire. Il y a vraiment, je pense, quelque chose à développer par rapport à ça. Et bon, j'ai bien conscience qu'on est en manque de temps, mais je trouve que c'est vraiment nous ce qui pourrait vraiment participer à une meilleure compréhension et connaissance de ce qui se passe dans la forêt sur le terrain. Voilà. En tout cas, je vous remercie parce que c'était très intéressant. Eh bien, écoutez, très bien. Donc, moi, voilà. je rebondis sur ce que vous venez de dire avec la proposition de Claire de réitérer, si c'est possible, pour finir finalement ce qui est inachevé. Et je m'en excuse encore. Hein. Mais peut-être ce qui serait bien, alors maintenant que vous avez le contact avec Claire, c'est de nous envoyer un mail, nous le dire de façon très… ce que vous attendez vraiment de nous. Et nous, on ferait en sorte de le développer si on finit une conférence après, quoi. Oui, de toute façon, c'est ce que je pensais. Et puis au-delà, nous, on a des cycles de formation au sein du syndicat, donc on vous recontactera parce que c'est clair qu'il faut travailler ensemble. Voilà. Et merci. Alors, ouais, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'on est à votre disposition, dans la mesure de nos disponibilités. On le fait encore à d'autres. Donc, que ce soit les Comcom des associations et des communes sur lesquelles il peut y avoir prochainement une coupe et sur un sentier très fréquenté, ou si vraiment ça peut désamorcer les conflits. Enfin, c'est quand même l'objet. Nous, on sera à l'écoute et on essaiera, et on peut vous proposer d'ores et déjà de refaire des interventions auprès des ressortissants de votre association, mais ça peut être le cas ailleurs. Il n'y a pas de souci. En fait, ça fait partie de nos missions. Hein. Et donc, dans la fin, on le fera. Tout à fait. Je confirme du côté de Fibois Sud, hein, Jean-Michel, qu'effectivement, on est à votre disposition pour co-construire avec vous à la fois effectivement de la transmission de savoir pour les accompagnateurs et aussi directement, si besoin, auprès du public que vous pouvez accompagner. En tout cas, voilà, ça fait partie de nos missions sur la région. D'accord, merci. Je reprendrai contact. Très bien. Pour info, je lis un petit message d'Anaïs qui est en Rhône-Alpes. C'est une information intéressante. Elle dit qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, nous organisons une série de journées de terrain pour le grand public qui sont intitulées « Vie ma vie de bûcheron ». Et voilà, donc ça peut permettre de voir sur le terrain le travail de ces personnes. Et donc effectivement, en PACA, il n'y a rien d'organisé sur ce modèle-là pour l'instant, mais comme l'a dit Jean-Michel, dans le cadre de Bois Plus, donc c'est sur cette action, c'est Fibois qui pilote en partenariat très, très serré avec la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes. On peut vous proposer encore, au moins jusqu'à la fin de l'année, des conférences, des visites de chantier, des interventions sur le terrain, etc. Voilà. Florent, tu voulais dire un petit mot de conclusion peut-être ou rajouter quelque chose ? Non, je voulais remercier Jean-Michel pour son intervention parce que, comme dit Marc Chariot, on apprend toujours quelque chose dans ces conférences. Ça a été mon cas aussi également et je pense que ça a été le cas de tout le monde. Et je pense qu'on a effectivement tout intérêt à travailler donc en partenariat sur ce sujet-là, sur les Hautes-Alpes, mais peut-être aussi hors du projet Bois Plus 05, sur d'autres départements, hein, sur la forêt alpine, sur la forêt méditerranéenne. Il y avait pas mal de gens qui étaient plutôt voilà, du littoral et qu'effectivement, il ne faut pas hésiter voilà, à revenir vers nous, vers Fibois Sud et on est tout à fait partant pour voilà, reproduire ce type d'événement. On peut même imaginer une fois qu'on sera plus libre de nos mouvements et de se réunir à plus de 10, d'aller
in situ sur le terrain. Alors voilà, dans un format peut-être type un peu Vie ma vie de bûcheron pour aller voir comment se passe un chantier forestier. Et puis, donc on reviendra, Claire, assez rapidement vers vous, peut-être pour proposer la suite de ce qu'on n'a pas pu présenter aujourd'hui. Voilà. Merci à tous, merci Jean-Michel, et à bientôt alors. Au revoir. Merci, bonne journée à tous. Merci à vous. Merci à tous.